Voilà, donc maintenant pour la suite sur les probabilités. Comme je viens de dire dans la vidéo numéro 1 que la probabilité uniforme, c'est une probabilité pour laquelle à chaque résultat de l'observation, on peut correspondre une chance sur le cardinal de oméga. Et si je prends un événement quelconque, la probabilité d'un tel événement, c'est exactement le cardinal, c'est-à-dire le nombre de résultats qui se trouvent dans A divisé par le cardinal de oméga, qui est l'ensemble de tous les résultats totaux. Donc le calcul des probabilités se ramène au calcul combinatoire. Regardons maintenant, c'est-à-dire fixons les idées. Considérons une population de taille grande N, dans laquelle on a N1 individus qui vont penser ou qui pensent R, et N2 individus qui pensent S. C'est-à-dire si vous faites N1 plus N2, ça vous donne grand N qui est la taille de la population. Maintenant, si on s'intéresse à la fréquence des individus qui pensent R, ça fait exactement N1 sur N. Donc, c'est-à-dire, puisque c'est un exemple, on peut dire qu'on a 0,47. Ou bien on peut dire que 47% de la population étudiée pense R. Et si on observe la fréquence des individus qui pensent S, on a N2 sur N est égal à 0,53, c'est-à-dire 53% des individus qui pensent S. Donc ça, c'est tout simplement N2 est égal à grand N moins N1, ou bien N2 plus N1 est égal à grand N. On va interroger petit n individus, c'est-à-dire dans la population globale qui contient grand N individus, on va interroger seulement un sous-ensemble d'individus. Dans cette sous-population tirée, on a N1 individus qui pensent R, et N2 qui vont penser bien sûr S, avec petit n1 plus petit n2 est égal à petit n, qui est la taille des individus tirés dans la population mère. Comment choisir les individus? Donc normalement, il y a plusieurs façons de choisir les individus. Soit de choisir les individus d'une manière, ou bien les interviewer d'une manière simultanée, et simultanée, c'est-à-dire prendre ou les interviewer en même temps, c'est-à-dire sans remise. Comme ça, il n'y a pas de répétition de l'individu, c'est-à-dire l'individu ne sera pas interviewé deux fois ou plusieurs fois. Dans ce cas, la probabilité d'avoir petit n1 individu qui pense R, c'est exactement le nombre de combinaisons de choisir petit n1 parmi grand N1 multiplié par le nombre de combinaisons de choisir n moins petit n1 parmi grand N moins grand N1 divisé par le nombre total de combinaisons possibles. Donc ça, c'est exactement la loi hypergéométrique. Donc on verra par la suite la signification de la loi géométrique au moment où je vais parler des lois classiques ou bien les lois usuelles qui sont très utilisées dans la pratique. Il y a une deuxième façon qu'on peut utiliser pour le tirage ou bien pour interviewer les gens, c'est avec remise. C'est-à-dire on va tirer un individu, on va lui poser la question, après on va le remettre dans le paquet, et à l'aide de cette méthode, c'est-à-dire l'individu peut être interviewé plusieurs fois. Donc le cardinal de oméga, c'est exactement grand N à la puissance petit n. Et la probabilité d'avoir dans le lot tiré petit n1, c'est-à-dire qui pense R, c'est le nombre de combinaisons d'avoir petit n1 parmi petit n, grand N1 à la puissance n1 multiplié par grand N moins n1 à la puissance petit n moins n1 sur grand N à la puissance n. Donc ça, c'est une sorte de loi binomiale. Donc là aussi, c'est une loi classique utilisée, ce qu'on appellera aussi la loi, c'est une loi usuelle qui est très utilisée dans le cas discret. Voilà, donc ça c'est des exemples.
Maintenant, on va donner une définition générale d'une probabilité. Et avant de donner ça, c'est-à-dire on commence par un exemple pour vous montrer que la définition classique habituelle n'est pas valable et il faut généraliser la définition. Et cette généralisation a été donnée par Kolmogorov en 1933. Donc la question qui se pose, pourquoi la définition précédente n'est pas valable, ou bien ne suffit-elle pas quand oméga n'est pas fini, c'est-à-dire quand oméga infini, dénombrable ou bien continu. Prenons un jeu de piles, c'est-à-dire je prends une pièce de monnaie que je vais lancer, et on sait très bien que la pièce de monnaie va nous donner deux résultats possibles, pile ou face. Donc si je prends A égale l'événement A, on ne tire jamais pile, c'est-à-dire on va tirer seulement des faces. Que vaut la probabilité de A? Donc c'est-à-dire ici oméga, on va prendre 0,1, 0,1 c'est-à-dire c'est tout simplement un seul. Ce sont les valeurs numériques associées à pile et à face, c'est-à-dire c'est comme si vous avez 0,1, l'échec et le succès, à la puissance n parce qu'on va répéter l'expérience n fois. On ne tire jamais de pile lorsque des n premiers tirages. Alors la probabilité de n, c'est 1 sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire on suppose que la pièce est équilibrée. On lance la première fois, on obtient 1,5. On lance la deuxième fois, c'est 1,5. Et le énième lancé, ça nous donne 1,5. Donc ça fait 1,5 fois 1,5 fois 1,5. N fois, ça fait 1 sur 2 à la puissance n. Maintenant, lorsque le nombre de lancers augmente, c'est-à-dire le n va tendre vers l'infini, et quand le n tend vers l'infini, c'est la probabilité, la limite de la probabilité de 1n, c'est exactement la limite de 1 sur 2 à la puissance n qui est égale à 0. Donc, ça c'est-à-dire on va avoir tout simplement ce qui est impossible pour une pièce équilibrée, c'est-à-dire il risque à un certain moment d'observer tout simplement face. Voilà la raison pour laquelle que la définition précédente n'est pas valable. C'est la raison pour laquelle on va introduire certaines propriétés, et parmi ces propriétés, on va donner une petite définition, ce qu'on appelle attribut. Donc, supposons que je prends la classe A, dire que la classe A est une tribu, il vérifie les propriétés suivantes. Donc, vous avez des propriétés pour l'attribut. Donc c'est un ensemble qui doit contenir l'ensemble vide et contient le oméga qui est l'univers ou l'espace d'état. Si un événement quelconque appartient à A sont complémentaires, il doit trouver dans cet ensemble grand A. Si je prends une suite d'événements, d'éléments de A, l'intersection reste dans A et l'union de ces événements reste dans A. Donc à ce moment-là, on dit que grand A est une tribu, et une tribu, c'est-à-dire correspond à l'information globale qui est disponible. Vous avez quelques exemples concernant la tribu. Il y a, donc si je prends grand A, qui est formé tout simplement par l'ensemble vide et oméga, on peut dire que ça c'est une tribu. C'est la tribu grossière, la tribu évidente. Si je prends maintenant oméga, l'espace d'état, c'est-à-dire je fais une certaine expérience, et l'expérience va me donner oméga qui est l'ensemble de tous les résultats possibles, et si je considère un événement quelconque petit a, alors je peux fabriquer ou construire une tribu basée sur l'événement A, et cette tribu c'est l'ensemble vide, oméga, A et le complémentaire. Donc ça c'est ce qu'on appelle une tribu engendrée par A. Et engendrée, ça veut dire c'est la plus petite tribu qui peut exister et qui contient l'événement A. On peut considérer l'ensemble des parties de oméga, et l'ensemble des parties de oméga aussi, c'est une tribu. C'est-à-dire les trois propriétés de la définition de la tribu sont vérifiées. Maintenant, la tribu borélienne. Donc la tribu borélienne, c'est une tribu associée à Borel. Si oméga est non dénombrable, c'est-à-dire c'est un ensemble qui est continu, exemple, on peut se contenter tout simplement de prendre oméga égale 0,1,
ou bien oméga égale R. Si je veux chercher les P de oméga, l'ensemble des parties de oméga, donc c'est un ensemble qui est trop gros, qui contient beaucoup d'éléments, et ce n'est pas facile à utiliser. Alors, normalement, d'après Borel a défini sa tribu sur R, qui est la plus petite tribu qui contient les intervalles de la forme moins l'infini petit a avec A appartenant à Q, qui est l'ensemble des rationnels. Donc c'est tout simplement la tribu borelienne sur R, c'est la tribu engendrée par les segments de la forme moins l'infini petit a avec A appartenant à Q. On peut aussi dire que c'est la tribu engendrée par les segments de la forme petit a plus l'infini. Donc ça va nous donner la même tribu borelienne. Donc pour des raisons mathématiques, on va toujours munir R de cette tribu. Cela nous permettra de caractériser les probabilités sur R. Maintenant, pour la définition générale concernant une probabilité, on peut dire qu'une probabilité définie sur le couple oméga A, c'est une application qui, à chaque élément de la tribu, associe une certaine quantité comprise entre 0 et 1. De telle sorte que la probabilité de oméga doit être égale à 1, c'est-à-dire la probabilité de l'événement certain, parce que oméga c'est l'événement certain qui peut se réaliser à 100%, doit être égale à 1. Et si je prends une suite quelconque d'événements, qui sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire que l'intersection entre deux événements quelconques, différents, c'est l'ensemble vide, on a la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Donc cette propriété 2, c'est ce qu'on appelle la sigma additivité. Voilà d'une manière générale la définition d'une probabilité. Donc c'est une sorte d'application. Quelles sont les propriétés qui en découlent? Si P est une probabilité, alors la probabilité du complémentaire, c'est exactement 1 moins la probabilité de A. Si jamais A est inclus dans B, la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B. Pour toute famille dénombrable quelconque, la probabilité de l'union est inférieure ou égale à la somme des probabilités des AI. Si AN est une suite croissante, c'est-à-dire AN est inclus dans AN plus 1, la probabilité de l'union de AN, c'est égal à la limite de PAN, donc c'est une limite croissante. Et si AN est une suite décroissante, la probabilité de l'intersection, c'est la limite de PAN, donc c'est une limite décroissante. Voilà quelques propriétés concernant la probabilité d'une façon générale, comme ça a été défini par Kolmogorov. On appelle le triplet, donc tout à l'heure j'ai parlé de oméga A tout simplement, ce qu'on appelle un espace probabilisable sur lequel on peut définir une probabilité. Maintenant, vous avez un triplet, c'est-à-dire on peut définir une probabilité. C'est un espace de probabilité. La modélisation probabiliste consiste donc à décrire une expérience aléatoire par la donnée d'un espace de probabilité. Maintenant, si oméga est dénombrable, c'est-à-dire le oméga contient un nombre infini dénombrable de résultats, on prend toujours la tribu égale l'ensemble des parties de oméga. Donc maintenant, on va considérer une suite petit n de réels, telle que les quantités petit Pn sont comprises entre 0 et 1 et que sigma est égal à 1. Donc tout simplement, c'est-à-dire P indice n, c'est la probabilité du résultat oméga n. Maintenant, si je prends un événement quelconque A qui contient des résultats, donc sa probabilité, c'est tout simplement la somme des probabilités des résultats qui se trouvent dans A. Donc voilà comment on peut définir ça dans le cas.
tout simplement d'un cas dénombrable. Voilà un exemple très simple. Je considère θ une quantité réelle positive et je considère les quantités petit pn égale exponentielle moins θ à la puissance n factorielle n. Donc ça, ce sont des quantités qui sont comprises entre 0 et 1. Et si vous faites la somme des Pn, ça va vous donner 1, exactement 1. Donc la suite Pn définit une probabilité sur n. Cette loi de probabilité, donc ça on verra ça par la suite au moment où je vais parler des variables aléatoires. Je vais, juste après les variables aléatoires, on peut parler des lois de probabilité. Et ça, c'est une loi de probabilité classique qui est très connue, c'est ce qu'on appellera la loi de Poisson de paramètre θ. C'est une loi qui est discrète, infinie, dénombrable, avec le paramètre θ qui est positif. Maintenant, le conditionnement. Donc, une fois qu'on a parlé des probabilités, on peut parler du conditionnement. Et le conditionnement, c'est-à-dire, lorsqu'on a des causes, vous avez des événements, il y a un événement qui va vous donner une information sur l'autre. Alors, comment calculer la probabilité de l'événement de départ? Donc voilà, on va commencer par un exemple très simple. On lance un dé, la probabilité d'obtenir un 6. Pour la probabilité d'avoir un 6, c'est exactement une chance sur 6, parce que c'est un seul résultat parmi les 6 résultats que le dé peut nous donner. Maintenant, le résultat, donc là on va passer au conditionnement, c'est-à-dire on va vous dire que le résultat est lancé, donc le dé est lancé, et le résultat obtenu est un nombre pair. Donc quelle est la probabilité d'avoir un 6? Donc le fait de dire que le résultat est un nombre pair, donc ça veut dire l'ensemble des résultats que vous avez, donc c'est-à-dire l'information qu'on possède, c'est que le nombre est pair, ça fait 2, 4, 6. Et quelle est la probabilité d'avoir un 6? C'est tout simplement une chance sur 3. Parce que, voilà, donc ça c'est tout simplement ce qu'on appelle le conditionnement, parce qu'il faut exploiter l'information qui est donnée. Probabilité conditionnelle, maintenant on vous donne la définition générale d'une probabilité conditionnelle. On va prendre deux événements quelconques A et B, et on va supposer que la probabilité de B est strictement positive. Alors la probabilité conditionnelle de A sachant B est le nombre suivant, c'est-à-dire on note P de A slash B, ou bien la probabilité de A sachant B, ou bien la probabilité de A étant donné B. C'est exactement la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Ou bien on peut écrire ça avec une formule beaucoup plus simple, c'est que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Donc maintenant, pourquoi on suppose que la probabilité de B est positive? Parce que normalement, sur le côté mathématique, il faut que la quantité probabilité de B soit différente de 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et deuxièmement, sur le plan pratique, la probabilité de B positive, ça veut dire que l'événement B, c'est un événement qui se réalise, c'est-à-dire vous donne une information supplémentaire. Voilà la raison pour laquelle on suppose que la probabilité de B est supérieure à 0. Prenons maintenant un exemple très simple, ou bien deux exemples. Maintenant, supposons que Durand a deux enfants, c'est-à-dire Mohamed a deux enfants, et l'aîné est une fille. Quelle est la probabilité que ces deux enfants soient des filles? Donc maintenant, c'est une expérience aléatoire. Alors l'ensemble des résultats possibles, tout simplement, puisque Durand a deux enfants, ça peut être fille, ça peut être fille-garçon, ça peut être garçon-fille, ça peut être garçon-garçon. Mais là, on vous dit que l'aîné est une fille. Donc, c'est-à-dire, vous avez les A, qui est l'événement, qui est B, l'événement B, c'est-à-dire, on vous donne une information supplémentaire, et que, puisque l'aîné est une fille, ça peut être fille-fille, ça peut être fille-garçon.
Et la question qui se pose, quelle est la probabilité que les deux enfants soient filles, c'est-à-dire le deuxième enfant est une fille. Alors c'est la probabilité, bien sûr, de A sachant B. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. La probabilité de A inter B, c'est tout simplement les éléments ou les résultats qui se trouvent dans A et dans B en même temps, c'est tout simplement le résultat phi-phi. Et la probabilité, l'événement B, c'est exactement phi-phi, phi-garçon. Donc là, vous avez une chance sur 4 que les deux enfants soient filles, divisée par une chance sur 2 que l'aîné soit une fille. Donc c'est-à-dire la probabilité que M. Durand a deux enfants, donc la première, l'aîné, est une fille, sachant, donc la deuxième garçon est une fille, sachant que l'aîné est une fille, c'est 1,5. Maintenant, prenons un autre monsieur Martin, a au moins une fille. Quelle est la probabilité que ces deux enfants soient des filles? Donc, oméga, c'est exactement fille, 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 garçon, garçon, fille, garçon, a au moins une fille. C'est-à-dire, c'est D, c'est l'événement D. C'est-à-dire, il peut avoir fille, fille, il peut avoir fille, garçon, il peut avoir garçon, fille. Et quelle est la probabilité que ces deux enfants soient filles? C'est-à-dire, c'est FF. Donc là, il suffit de calculer la probabilité que les deux enfants soient des filles, sachant que Martin a au moins une fille, c'est-à-dire sachant D. Donc l'intersection, c'est exactement la probabilité d'avoir fille, c'est un garçon, divisé par la probabilité d'avoir fille, 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 garçon, garçon, fille, c'est-à-dire 3/4, c'est un tiers. Voilà, donc ça, ce sont des exemples très simples pour lesquels, ou dans lesquels on utilise les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire chaque fois qu'on a une information à côté, on peut l'exploiter pour calculer la probabilité d'un événement. Maintenant, à partir de là, on peut définir une certaine formule, c'est ce qu'on appelle la formule de Bayes. La formule de Bayes est basée sur un théorème ou une certaine probabilité formule, appelée formule de probabilité totale. Donc on va commencer par la formule de probabilité totale. Donc je considère une suite BI qui forme une partition. Et on sait très bien qu'une partition, c'est une suite d'événements qui sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire BI inter BJ égale ensemble vide chaque fois que I est différent de J. Et si je rassemble toutes les parties, les événements, tous les événements, je récupère l'ensemble global. Maintenant, la formule de probabilité totale me dit, si je prends un événement quelconque et je veux calculer sa probabilité, je peux utiliser une partition. Alors à ce moment-là, la probabilité de A, c'est exactement la somme des probabilités de A inter BI. Donc l'intersection, je peux utiliser le conditionnement parce que si vous regardez la diapositive précédente qui est là, vous avez la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Donc c'est-à-dire je peux conditionner par les BI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et pourquoi? C'est-à-dire parfois on a un ensemble global et on peut considérer une partition parce que chaque événement va nous apporter une information. C'est la raison pour laquelle on utilise ce théorème de probabilité totale et on utilise le conditionnement. Maintenant, la formule de Bayes devient très simple. Si on considère un événement A dont la probabilité est positive, donc la probabilité de BI sachant A, c'est exactement la probabilité de A sachant BI fois la probabilité de BI, divisé par probabilité de A sachant BJ fois la probabilité de BJ. Donc c'est-à-dire dans le dénominateur, vous avez tout simplement l'utilisation de la formule des probabilités totales. Voilà, ça c'est la formule de Bayes. Maintenant, je peux parler de l'indépendance et l'indépendance entre deux événements.
parce qu'il arrive parfois que vous avez deux événements, et ces deux événements sont indépendants. Donc voilà, il ne faut jamais confondre événement indépendant avec événement incompatible. Dans les événements, la définition des événements indépendants, on utilise les probabilités. On dit que deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. Ou bien on peut dire que la probabilité de A sachant B, c'est exactement la probabilité de A. Et on peut dire aussi que c'est la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Alors, quelle est la signification de l'indépendance? Ça veut dire que si on dit que deux événements A et B sont indépendants, cela veut dire que A ne vous donne aucune information sur B et B ne vous donne aucune information sur le A. Voilà. Et il y a des propriétés, bien sûr, concernant les complémentaires. Maintenant, je prends un exemple. On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. A, c'est la carte est un valet. Donc la probabilité d'avoir un valet, c'est 4 sur 52. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise un jeu de cartes, on sait très bien qu'un jeu de cartes contient 4 couleurs, et les couleurs ici, ce ne sont pas le noir, le rouge et le jaune, mais c'est tout simplement, ce sont les figures. Parce qu'il contient tout simplement trèfle, pique, carreau et cœur. C'est ce qu'on appelle les couleurs. Donc 52 divisé par 4, ça fait 13 cartes pour chaque couleur. Et dans chaque couleur, vous avez un valet. Donc ça veut dire, je peux avoir soit le valet de cœur, soit le valet de pique, soit le valet de trèfle, soit le valet de carreau. Donc ça fait, j'ai 4 chances sur le nombre total qui est 52. Maintenant, je prends B, la carte est un pique. À ce moment-là, la probabilité de B est 13 sur 52 parce que dans un jeu de 52 cartes, j'ai 13 piques. Maintenant, la probabilité de A inter B, ça veut dire c'est la probabilité que la carte tirée, qui est le valet, est un valet de pique. Alors, on a une chance sur 52 parce que dans un jeu de 52, on a une seule carte qui représente le valet de pique. Voilà, donc ça, ainsi les événements A et B sont indépendants. Pourquoi? Parce qu'il suffit de calculer la probabilité de A fois la probabilité de B. Et si on fait la probabilité de A fois la probabilité de B, on va avoir 4 sur 52 multiplié par 13 sur 52. Et ça va nous donner 1 sur 52 qui est exactement la probabilité de A inter B. Donc, c'est-à-dire les deux événements sont indépendants. Donc ça, c'est un théorème. On va clôturer cette deuxième vidéo par un théorème très célèbre qui est le théorème Borel-Contillet, qui est très utilisé dans la pratique. Donc je vais lire tout simplement le théorème. Donc si la série, donc c'est-à-dire on va prendre une suite d'événements à n, et on va regarder la série formée par la somme de toutes les quantités. Donc si la série est convergente, c'est-à-dire la somme de toutes les quantités est finie, alors la probabilité de la limite sup de AN est égale à 0. Si jamais la suite de AN est indépendante, et que, donc c'est-à-dire la probabilité, la somme de Pn est égale à plus l'infini, c'est-à-dire la série est divergente, alors la probabilité de la limite sup est égale à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème ou la loi de 0,1. C'est-à-dire, on a tout simplement deux valeurs numériques qui sont 0,1. Et la limite sup, c'est tout simplement, donc, c'est-à-dire c'est la limite supérieure des AN qui est égale à l'intersection, c'est-à-dire des P sur l'union des N pour N supérieur ou égal à P. Donc ça, c'est un théorème très pratique qui est très utilisé dans
de probabilité. Voilà, on va arrêter